je suis ravi de pouvoir vous parler d'une part des écrans et de leurs impacts, parce que je pense que c'est un vrai problème de santé publique qui a été très longtemps sous-estimé, qui commence à sortir, non pas parce que des gens commencent à publier des livres dessus, mais parce que ça commence à se voir. C'est-à-dire le baratin du digital natif, il passe de moins en moins bien auprès des gens, notamment des professionnels de santé qui voient les enfants, les enseignants, etc., les parents. Et puis la deuxième chose pour laquelle je suis ravi d'être là, c'est que, enfin, je ne sais pas si j'aurais dû le dire comme ça, mais l'une des principales victimes des écrans, effectivement, c'est le livre. Alors, il y a les aspects économiques qui ont été évoqués, mais il y a aussi les aspects développementaux. Et le livre, c'est un élément essentiel du développement, notamment du développement intellectuel de l'enfant. Sur les écrans, alors la tarte à la crème, c'est oui, on entend toujours la même chose, c'est oui, ça dépend ce qu'ils en font, il y a des effets positifs, évidemment qu'il y a des effets positifs à ce qu'ils ont appelé la révolution numérique, évidemment que ça dépend de ce qu'on en fait. Et donc, il y a plein d'études, alors c'est partout dans le monde, ça a commencé en Israël, et puis aux États-Unis, et puis en Allemagne, et puis en Autriche, et puis en Angleterre, dans tous les pays, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on met ces outils dans la main des enfants et des adolescents, c'est pas vers les usages les supposément positifs qui vont se tourner, mais c'est vers les usages récréatifs les plus débilitants. Je t'expliquerai le mot. Et à un moment donné, il faut parler chiffres. Il faut se rendre compte, il ne faut pas que ce soit excessif. Je veux bien qu'il ne faut pas que ce soit excessif. Cela étant dit, quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit que c'est devenu un peu extravagant en normes. À chaque étude, on se dit que ça va être fini et qu'on n'ira pas plus haut. Et à chaque étude, elle sort tous les 3 ou 4 ans avec une régularité de chronomètre. Eh ben, on s'aperçoit qu'on a encore dépassé les plafonds. On est en ce moment, c'est des moyennes que je vais vous donner. Évidemment, c'est plus ou moins, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, le sexe, l'âge, etc. On est en moyenne pour des enfants de maternelle, on est en moyenne quasiment à 3 heures par jour, 3 heures à la maternelle. Pour des enfants de primaire, on est quasiment à 5 heures. Et puis pour les adolescents, on a dépassé toutes les normes puisqu'on a dépassé 7 heures. Je ne sais pas, même si ça ne vous parle pas, si on cumule sur l'enfance ces temps-là, entre 2 et 18 ans, cumuler ce temps, ça représente 30 années scolaires. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ça représente 16 ans d'emploi salarié à plein temps. Ça représente quasiment 40 000 épisodes de Dr House. Essayez, oui, voilà. Et puis ça représente, je ne sais pas, il y a le livre audio de La Peste, là, ça représente 3000 romans moyens comme La Peste, non lus. Donc c'est absolument colossal. Encore une fois, quand on regarde ce qu'ils en font, c'est l'écrasante majorité des usages sont des usages de divertissement. Prenez les tout petits, il n'y a pas d'usage scolaire, mais prenez les 8-12 ans, ils passent 13 fois plus de temps sur des usages de divertissement que sur des usages scolaires, de voir à la maison. Pour les ados, c'est 8 fois plus, etc. C'est-à-dire que il y a vraiment, quand on dit que c'est des usages de divertissement, l'écran numéro un, ça reste encore la télé, sous toutes ses formes. Alors les films, les séries, la télé-réalité avec l'arrivée de Netflix. La différence, c'est que maintenant, ils l'ont dans leur poche et qu'elle est partout. Le deuxième écran, c'est les jeux vidéo. Jusqu'à 8-9 ans, ça représente à peu près entre 90 et 95% des consommations. Puis arrivent à l'adolescence les réseaux sociaux, qui ne viennent pas se mettre à la place de la télé et des jeux vidéo, mais qui viennent s'ajouter à la télé et aux jeux vidéo. Voilà, et tout ça, on sait, alors je n'aurai pas le temps de détailler, mais tout ça, on sait que ça a des impacts absolument colossaux sur le développement. C'est tous les domaines du développement humain qui sont touchés, j'ai envie de dire tous les piliers de notre humanité qui sont touchés. Ça touche le développement cognitif, et revenir, ça touche le langage, ça touche le développement de la concentration, ça touche la mémorisation, ça touche la culture au sens de l'ensemble des savoirs qui vont nous permettre de penser et de réfléchir le monde. Ça touche le développement émotionnel avec des impacts qui sont relativement importants sur l'agressivité, sur l'anxiété, sur la dépression. Et puis, ça touche le développement physique, le développement, par exemple, cardiovasculaire. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'AVC précoces chez les jeunes adultes. On peut tracer, par exemple, sur des déficits, pour partie, pas totalement, mais pour partie sur des déficits du développement cardiovasculaire chez l'enfant. On s'est aperçu qu'une heure de télé, l'artère, le développement artériel se fait moins bien, le diamètre est moins important, et donc ça favorise un certain nombre de problèmes à long terme. Nos enfants, ils ont perdu. Vous savez, à l'école, ils vous est tourné autour du stade. Ouais, et puis après, ça donne une estimation des capacités pulmonaires, et cetera, ce qu'on appelle les tests de Cooper. On a perdu 25% en un peu plus de 30 ans de capacité pulmonaire chez nos enfants. Donc voilà, donc il y a l'intellectuel, il y a l'émotionnel, et puis il y a aussi le somatique qu'on laisse un peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que non seulement on a ces effets, non seulement ces effets sont connus, on a les chaînes causales. On sait qu'il y a une causalité directe des écrans, c'est pas juste des corrélations comme ça un peu bizarres. Ces corrélations elles sont connues. Vous avez un affaissement des relations interpersonnelles, notamment intrafamiliales, alors qui sont vraiment fondamentales pour le développement, notamment du jeune enfant, notamment au niveau du langage. Mais après aussi, voilà, on sait que c'est un continu. Alors, ils sont un peu couillons, nos ados, mais ça continue d'être important de parler avec eux. Voilà, il y a plein d'études qui montrent que le volume et la qualité des relations interpersonnelles est affaissé par les écrans et est importante pour le développement. Vous avez le cerveau, notre cerveau, il est vieux. Voilà, il n'est pas tout jeune. Donc, il y a des gens qui m'énervent beaucoup. J'espère que vous n'en êtes pas.
et qui vous disent il faut vivre avec son temps. Je veux bien qu'il faille vivre avec son temps, mais notre cerveau, c'est pas un cerveau de ce temps, c'est un cerveau ancien. Et notre cerveau, il n'est pas fait pour prendre un bombardement sensoriel comme ça, constant d'images, de sons, de sollicitations. Et en fait, ça le déstructure. Il y a des études. Il y avait des études chez l'homme qui sont des études forcément indirectes, mais il commence à y avoir pas mal d'études chez l'animal. Par exemple, vous élevez des animaux avec Bob l'éponge, même niveau, même durée que celle à laquelle vous exposez les enfants, et puis vous vous apercevez, et là pour le coup c'est des études vraiment contrôlées, que vous avez des déficits, si ça vous rappelle quelque chose chez les enfants de maintenant, c'est pas forcément fortuit, des déficits de concentration, des déficits d'impulsivité, vous avez des déficits d'apprentissage, de mémorisation, etc. Donc ce bombardement sensoriel en lui-même, il est mauvais pour la construction cérébrale, il déstructure le cerveau, vraiment. Vous avez des effets qui sont vraiment passés sous le tapis, qui sont liés au sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre développement et de notre fonctionnement. Alors on C'est pour ça que j'ai besoin en partie d'aide, parce que chez ma mère, ça crie du matin jusqu'au soir, les gars. Donc les gens ont compris ce que j'ai compris. Apparemment, tout le monde a compris. Alors, bonne chance. Apatrie de la recherche de pays, y a que ça. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, les gens vous disent, mais quel lien il peut y avoir entre les écrans, l'anxiété, la dépression? Si vous privez un gamin de sommeil, tous ces facteurs-là, vous les avez. Et les écrans sont un facteur d'affaissement, notamment du sommeil, qui est absolument colossal. Vous avez la sédentarité, dont j'ai parlé. La sédentarité, elle est importante pour le développement corporel, je l'ai dit, mais elle est aussi importante pour la maturation cérébrale. C'est un facteur de maturation cérébrale importante, et on est vraiment dans des phases de sédentarité chez l'enfant qui sont importantes. Et puis j'ai envie de dire, et c'est ce qui va me permettre de faire la transition, ça vole aussi du temps à d'autres activités qui sont beaucoup plus nourrissantes, dont la lecture. On a peut-être sous-estimé l'importance, alors il y a des centaines, voire des milliers d'études scientifiques qui montrent l'importance de la lecture sur le développement, mais c'est un peu comme le reste, c'est quand ça commence à manquer qu'on commence à s'apercevoir à quel point c'était important. Et ce que je voudrais dire avant ça, c'est que les effets des écrans dont je vous ai parlé, c'est pas peanuts, comme ils disent aux États-Unis, c'est pas peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets qui sont quantitativement importants. Prenez un enfant, et puis un enfant de 18 mois, une demi-heure de tablette par jour, et vous multipliez par 3 les risques qui finissent chez l'orthophoniste. Prenez des gamins qui sont à l'école primaire, qui vont bien à l'école, qui n'ont pas de soucis scolaires, rien du tout. Offrez-leur une console de jeux vidéo, et puis en 3 mois, leur moyenne va tomber de 5%. En 3 mois, 5%, c'est beaucoup quand même sur une moyenne générale. Et puis ils vont se mettre à passer 2 fois moins de temps à faire leurs devoirs. Et puis même s'ils font leurs devoirs, prenez des enfants, et puis c'est juste vraiment quelques exemples, mais ils apprennent leurs devoirs, et puis ensuite vous leur dites c'est bien, tu as bien appris ta leçon, tu peux aller jouer à un jeu vidéo, Super Mario ou un jeu vidéo d'action. Et puis le lendemain, vous regardez ce qu'ils ont retenu. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont retenu à peu près 50% de ce qu'ils avaient appris, et ceux qui n'ont pas joué, 80%. Ça fait à peu près 30% de différence, qui s'explique. Ils ont joué aux jeux vidéo, il y a eu des atteintes sur l'encodage de la mémoire. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont retenu à peu près 50% de ce qu'ils avaient appris, et ceux qui n'ont pas joué, 80%. Ça fait à peu près 30% de différence, qui s'explique. Ils ont joué aux jeux vidéo, il y a eu des atteintes sur l'encodage de la mémoire. Il y a eu ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont retenu à peu près 50% de ce qu'ils avaient appris, et ceux qui n'ont pas joué, 80%. Ça fait à peu près 30% de différence, qui s'explique. Ils ont joué aux jeux vidéo, il y a eu des atteintes sur l'encodage de la mémoire, il y a eu des atteintes sur le sommeil qu'on peut mesurer en enregistrant l'activité électrique. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont un peu subtils, mais qui ne sont pas des phénomènes ni marginaux ni dérisoires. Quand on dit qu'il y a un problème d'écran, c'est vraiment un problème qui est quantitativement important. Je voudrais maintenant revenir au livre, c'est-à-dire que plus les enfants passent de temps avec les écrans, et moins ils vont passer de temps Et on est bombardé d'écrans tout au long de notre vie. Surtout à l'ère du numérique et du digital. Y a que ça. à lire. Le développement du langage, il y a deux phases. La première phase, elle se passe à travers les interactions intrafamiliales, c'est-à-dire c'est vraiment le volume des échanges verbaux qui vont être faits avec l'enfant. Et ne vous laissez pas abuser par ces histoires de vidéos éducatives. Non seulement ça ne marche pas, mais c'est un frein pour le langage. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant, c'est un gars qui a montré ça par hasard, qui s'appelle Ferrari. Vous connaissez les neurones miroirs? C'est des neurones, quand je souris, il y a des neurones qui s'activent dans mon cerveau pour me faire sourire, et quand vous souriez, c'est les mêmes neurones qui vont s'activer dans mon cerveau. Donc, ils sont un peu à l'interface, on a qu'on dit des relations sociales, de l'empathie. Et il s'est aperçu, le gars faisait des grimaces à son singe comme ça pour enregistrer ses neurones. Puis un jour, il avait plus de 50 ans, il en a eu marre de faire des grimaces à son singe, et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il a fait une vidéo de lui faisant des grimaces à son singe. Et il s'est aperçu que les neurones qui réagissaient de façon extrêmement brutale et violente à une présence humaine ne réagissaient plus, ou infiniment moins, à cette même présence humaine sur une vidéo. Et depuis, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, notre cerveau réagit moins bien. Et les enfants, ils ont ce qu'on appelle un déficit vidéo. C'est-à-dire que si vous leur montrez la même information, si vous lui dites bouteille, vous allez lui dire 2 fois bouteille, et il va retenir bouteille. Si vous lui faites la même chose sur une vidéo soi-disant éducative avant 3 ans, ça ne fera rien.
Et puis après 3 ans, il arrivera à apprendre quelques mots. C'est-à-dire qu'il vaut mieux lui filer un truc comme ça que de le mettre dans un placard. Mais le nombre de répétitions est absolument colossal. Et il y a très peu de généralité. C'est-à-dire que bouteille, pour lui, ça va être 7 bouteilles sur la vidéo. Ça va pas être la bouteille un peu plus grosse ou un peu plus petite. Donc il y a un affaissement très important des relations du niveau verbal. C'est-à-dire que vous mettez une télé dans une pièce, si elle est éteinte, la moyenne des échanges, c'est à peu près 1000 mots par heure avec l'enfant, en moyenne sur la journée. Si cette télé est allumée, vous tombez à moins de 200. Donc il y a vraiment un effondrement qui est acté. On sait vraiment que ce nombre de mots, il est fondamental pour le développement du langage. Et puis, la deuxième étape, au-delà de ça, le langage oral, il n'est pas, pas très riche. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un langage qui est assez pauvre. Et j'avais une amie orthophoniste qui me disait, j'ai mis du temps à comprendre, hein. Vous comprendrez plus vite que moi, j'en suis sûr, mais elle me disait, ma fille, elle est bilingue oral-écrit. Et on s'aperçoit que effectivement, à l'écrit, c'est une langue qui a été développée notamment par l'écrit pour l'écrit, mais c'est une langue qui est beaucoup plus riche, qui a des formes syntaxiques beaucoup plus riches. Et on a beau tortiller le problème comme on veut, le langage, au-delà des simples bases d'un berger allemand un peu éduqué, de quelques mots qui nous permettent comme ça de parler et de nous exprimer, d'acheter notre pain, le langage, il est dans les livres. C'est-à-dire que prenez, prenez les mots rares. Les mots rares, c'est des mots qui sont censés arriver assez rarement dans la langue une fois. C'est des mots qui arrivent moins d'une fois toutes les 10 000 occurrences. C'est-à-dire, vous prenez tous les mots et tous les 10 000 mots, vous avez des mots rares. Ces mots rares, ce n'est pas des mots inutiles. Vous avez des mots comme pointier supprimé, par exemple, du Club des 5, parce qu'ils étaient trop compliqués. Ça aussi, on peut en parler. Mais vous avez des mots comme baptise, vous avez des mots comme opiné, vous avez des mots comme gravité, vous avez des mots comme sermonner. Tout ça, c'est considéré des mots rares parce qu'ils Des mots comme latence. arrivent très peu à l'oral et ils sont beaucoup plus présents dans les corpus écrits. Et on s'aperçoit, il y a eu justement des comparaisons de corpus. Prenez un livre d'enfant, je ne sais pas si on a là, mais un livre d'enfant. Moi, c'était La Petite Bouilloire Rouge. Tiens, Bouilloire, c'est le premier livre que j'ai lu. Je me rappelle encore La Petite Bouilloire Rouge. Mes parents étaient libraires. J'aurais dû développer le conflit d'intérêts avant, mais bouilloire, vous l'entendez pas souvent quand même, ce mot. Voilà. Et donc, prenez des mots comme ça, ces mots d'enfants auxquels on lit des histoires. Plus les enfants passent de temps devant les écrans, moins on passe de temps à leur lire des histoires. Ah, mon petit oranger. Ah, c'est ça, Guy. Un Guy de mon passant. Mon petit oranger. Continuons. Ah, le flash, on verra. Et c'est comme ça. Alors on disait, il faut être effectivement créatif, il faut inventer des choses, mais le problème c'est qu'il part de là, et si l'enfant, vous ne l'avez pas mis dans la lecture via le milieu familial, vous pouvez faire tous les numéros de claquettes que vous voulez, ça va être très difficile de le faire rentrer dedans. Et la dernière enquête du ministère de la Culture, je ne sais pas si vous l'avez vu, montre quand même de façon assez déprimante que nos gamins, ils lisent plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effondrement du nombre de lecteurs, de grands lecteurs, mais même de lecteurs moyens. Lisez-la, elle est disponible sur leur site. Et voilà. Et si vous voulez vous déprimer, mais achetez la boîte de Prozac avant, c'est pas comme moi. Voilà. Donc il y a vraiment un déficit de lecture. Et on s'aperçoit par exemple que dans un bouquin d'école maternelle, d'enfants qui ne sait pas lire, on lui lit ses histoires, il y a plus de richesse langagière et il y a plus de mots rares. La richesse langagière, il y a plein de paramètres pour la mesurer, mais il y a plus de mots rares que dans n'importe quel, dans les programmes, puisqu'ils ont regardé, dans les programmes de prime time adultes de télévision, que dans les bandes dessinées, dans les bandes dessinées pour les adultes, dans les dessins animés, pardon, à la télévision pour les adultes. Et puis il y en a plus que dans tous les programmes éducatifs. C'est-à-dire que, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 8 fois plus de mots rares dans un livre d'école maternelle d'enfants qui ne sait pas lire, La Petite Bouilloire Rouge, qu'il y en a dans n'importe quel programme supposément éducatif, Dora, Sesame Street, etc. 8 fois plus. Ces trucs-là sont d'une pauvreté. Alors oui, vous avez l'enfant, il va regarder Dora pendant des jours, et puis il va se mettre à beugler Yellow, et sa mère va dire « Ah, t'as vu, il a appris l'anglais en regardant Dora ». En général, ça se passe comme ça. Donc oui, il va apprendre des choses, mais il apprend infiniment moins que dans l'interaction humaine. Ces trucs sont vraiment un courant glaciaire sur le développement, c'est assez déprimant. La lecture, elle est importante donc pour le développement du langage, pour le lexique, mais elle est importante pour plein d'autres choses. Elle est importante pour, j'ai nommé tout à l'heure la culture, elle est importante pour ce développement culturel parce que dans les livres, il y a toujours plein de contextes, il y a toujours plein de choses et il y a un lien très fort entre le volume de lecture chez les enfants et cette espèce de background, d'arrière-champ culturel. Elle est importante pour tout un tas de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Je ne sais pas si vous savez, la théorie de l'esprit, c'est un truc qu'ils ont appelé en anglais en premier theory of mind. C'est l'idée qu'on arrive à comprendre et anticiper un peu ce que l'autre va faire. Si on était incapable d'anticiper ce que l'autre va faire, ça serait quand même super compliqué. Quand l'autre se lève pour nous dire bonjour, il y a tout un tas de choses qu'on peut anticiper sur ses émotions, sur la façon dont il est, sur comment il va réagir. Et ces choses-là, il y a une ou deux très belles études, notamment dans Science, qui montrent que, vous savez, vous avez toujours deux gars qui vous disent ouais, Balzac, c'est chiant, mais il y a tellement. Alors, c'est ces espèces de longues élucubrations, là, vous expliquent ces personnages, la psychologie. Mais c'est là-dedans que vous pouvez aller gratter plein de choses sur les raisons du fonctionnement, sur ce qui fait qu'un tel va agir comme ci et comme ça, Balzac et plein d'autres. Et ces longues énumérations, ces longues descriptions,
c'est fondamental au développement justement de cette capacité d'empathie, de compréhension de l'autre, etc. Il y a tout un tas de facteurs qui vont être essentiels dans le développement de l'intelligence, dans le développement culturel, dans la capacité à penser le monde, dans l'empathie, dans la relation aux autres. Et juste pour prendre un dernier exemple, vous savez, ils ont fait ces études, j'ai parlé au début de ce qu'ils ont appelé, ils ont fait un projet qu'ils ont appelé One Laptop a Child, qui consistait à filer un ordinateur à chaque gamin. Dans certains pays dits en voie de développement et chez certains enfants peu favorisés, notamment en Catalogne, la dernière étude. Et toutes les études montrent que non seulement ça n'a pas eu d'effet positif, mais en Catalogne, ça a eu des effets négatifs. Ils ont pris la réussite scolaire, ça ne mesure pas tout, mais ça mesure un certain nombre de choses, du développement émotionnel, cognitif, social, etc. Et tous ces enfants qu'on ont vu leurs résultats scolaires chuter dans toutes les matières. Et puis ils ont fait un autre programme qu'ils n'ont pas nommé, mais qu'on pourrait appeler One Book a Child. Ils ont fait ça en Afrique du Sud, en l'occurrence. Et ils sont aperçus, ils ont pris des mamans à la sortie des maternités ou quand elles revenaient en première évaluation, et ils leur ont donné des livres, et ils leur ont expliqué comment lire des livres avec leurs enfants. Et les résultats sont juste stratosphériques. C'est-à-dire qu'on a maintenant un an de recul sur cette étude, et il y a des effets extrêmement positifs sur le langage, sur l'attention, sur l'empathie. L'empathie, mais c'est pas juste comme ça l'empathie. C'est-à-dire qu'ils ont enregistré l'activité électrique du cerveau avec de l'EEG des enfants et des mamans, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une synchronisation qui est infiniment plus importante que si vous les mettez à regarder n'importe quelle vidéo, soi-disant ou pseudo-éducative. Voilà, et le dernier truc, c'est, on va vous dire, oui, mais ils lisent sur Internet. Ah oui, ça, ils lisent beaucoup sur les réseaux sociaux, YOL, meuf, je kiffe ta race et ce genre de choses. Cela étant dit, les études montrent que, voilà, que le plus ils vont passer de temps à lire ce genre de choses. Alors, il y a des études optimistes qui vont montrer que ça n'a pas d'effet, c'est les plus rares. Et puis, il y a la majorité des études qui montrent que plus ils vont passer de temps sur les réseaux sociaux, et plus on va avoir une dégradation des capacités langagières. C'est-à-dire que, voilà, ils lisent sur Internet. Certes, encore une fois, s'ils utilisaient leur truc que pour lire des bouquins, que pour aller regarder des vidéos là, de tutos, de cours d'enseignement et je ne sais quoi, il n'y aurait pas de problème, mais c'est pas pour ça qu'ils les utilisent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vraiment, c'est vraiment enfin, j'insiste, hein, lourdement. Je suis pas un obsessionnel technophobe notoire, mais il y a vraiment un problème de santé publique majeur et on est vraiment en train de toucher à ce qui fait l'humanité de nos gamins. En tout cas, je vous remercie. Merci.